On va se le dire, l'intelligence artificielle générative, c'est en train de tout changer. Ça brasse notre vision du monde et surtout notre compréhension de ce que ça veut dire l'art, la créativité, puis même notre identité. Alors plongeons là-dedans pour voir comment cette technologie est en train de réécrire les règles du jeu. La grosse question que tout le monde se pose, est-ce que les machines vont finir par nous remplacer, même dans ce qu'on a de plus humain, notre créativité? C'est une peur qui semble très d'actualité, mais détrompez-vous. L'idée de mettre l'art humain face à l'art des machines, ça ne date vraiment pas d'hier. Pour preuve, regardez cette expérience fascinante qui date de 1966. Imaginez la scène. D'un côté, on a une œuvre d'un peintre super connu, Piet Mondrian. De l'autre, une image faite par un ordinateur qui était programmé pour l'imiter. On a montré ça à 100 personnes avec deux questions toutes simples. Lequel est le vrai et lequel vous préférez? Et là, accrochez-vous bien parce que les résultats sont complètement fous. Non seulement moins d'une personne sur trois a réussi à trouver l'œuvre faite par l'ordinateur, mais la majorité, 59% des gens, a carrément dit qu'elle préférait l'image de l'ordinateur. Ça nous montre que le débat sur l'art et la machine, eh bien, il a des racines beaucoup plus profondes qu'on pense. OK, pour essayer de démêler tout ça, voici le plan de match. D'abord, on va s'attaquer à nos propres idées sur l'art. Ensuite, on va essayer de bâtir un cadre pour comprendre le rôle de l'IA. Après ça, on verra comment la machine passe d'un simple outil à, peut-être, un auteur. Et pour finir, on va se demander à quoi pourrait ressembler notre avenir avec tout ça. Bon, on commence avec le premier point. L'art, l'IA, puis nos propres idées préconçues. Parce que pour comprendre où on s'en va, il faut d'abord déconstruire le fameux mythe du génie créatif qui crée tout seul. L'image qu'on a de l'artiste, vous savez, le génie un peu torturé, seul dans son atelier, qui crée à partir d'une inspiration quasi divine, eh bien, cette image-là, ce n'est pas une vérité absolue. C'est même une invention assez récente qui nous vient de l'époque romantique à la fin du 18e siècle. C'est l'idée que l'art vient de l'intérieur, de l'imagination pure. Et ce changement de mentalité est super clair quand on regarde l'histoire. En Grèce antique, l'art ou techné, c'était un métier, une technique. Un artiste, c'était un artisan. L'idée de créer à partir de rien, ça, c'était réservé aux dieux. C'est vraiment avec le romantisme que l'artiste est devenu cette figure spéciale. Et il faut admettre que cette vision-là nous colle encore pas mal à la peau aujourd'hui. Alright, maintenant qu'on a un peu brassé nos idées sur l'art, passons à la deuxième partie. On va se construire une sorte de carte, un modèle, pour mieux comprendre où l'intelligence artificielle se situe dans tout ça. Mais juste avant, une petite clarification pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. L'esthétique, ce n'est pas juste dire si quelque chose est beau ou laid. Non, c'est l'étude de nos réactions, de nos émotions, de nos pensées face à ce qu'on perçoit, que ce soit une peinture ou un coucher de soleil. OK, alors voici le modèle. C'est simple, mais vraiment utile. Imaginez une grille. Sur un axe, on a l'IA qui analyse des choses ou qui en génère de nouvelles. Sur l'autre axe, on a soit les objets, pensez aux œuvres d'art, soit les sujets, c'est-à-dire les gens, le public. En croisant ça, ça nous donne 4 grandes catégories pour le rôle de l'IA. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de la musique de Bach. Premièrement, l'IA peut étudier des objets. Elle écoute tout Bach et apprend à reconnaître son style. Deuxièmement, elle peut générer des objets. À partir de ce qu'elle a appris, elle compose une nouvelle pièce qui sonne comme du Bach. Mais c'est là que ça devient fascinant. Troisièmement, elle peut étudier les sujets, en analysant ce que les gens écoutent pour prédire leur goût. Et finalement, le cas le plus science-fiction, elle peut générer des sujets en créant un juge artificiel qui prédit comment une personne précise réagirait à une nouvelle œuvre. Troisième point. Et là, on entre dans le vif du sujet, la ligne de démarcation devient de plus en plus floue. C'est la grosse question. À quel moment un simple outil devient-il un partenaire de création ou même, carrément, un créateur? Le musicien Nick Cave a une phrase qui frappe fort là-dessus. Il dit que le vrai art, ça naît de l'expérience humaine, de la souffrance. Ces mots exacts, les chansons naissent de la souffrance. Les données ne souffrent pas. C'est une vision puissante qui met vraiment le vécu humain au cœur de la création. C'est puissant comme argument, c'est certain, mais est-ce que l'art a besoin de la souffrance pour exister? Est-ce que c'est la seule définition possible? On ne peut pas créer à partir de la joie, de la curiosité ou juste pour le simple plaisir de jouer? C'est une question qui reste ouverte. En fait, tout ce débat illustre parfaitement le théorème de Tesler. L'idée, c'est qu'on a tendance à toujours déplacer les poteaux. Chaque fois qu'une machine réussit à faire un truc qu'on croyait exclusivement humain, on change la définition de l'intelligence. C'est arrivé avec les échecs, puis avec le jeu de Go, et maintenant que l'IA gagne des concours d'art, on déplace encore la cible en parlant de créativité authentique. Puis, soyons un peu honnêtes. L'idée de l'artiste pur qui crée sans aucune aide technologique, c'est déjà un mythe. Un écrivain utilise un correcteur orthographique. Un photographe retouche ses photos.
Un musicien compose avec des logiciels. L'IA, au fond, c'est juste la prochaine étape. Une version beaucoup plus puissante de cette collaboration qui existe déjà. Bon, on arrive à la dernière partie. On se projette dans l'avenir. Qu'est-ce que ça implique pour vrai de vivre dans un monde où la création de contenu peut être automatisée à ce point? Quelles sont les conséquences à grande échelle? Il y a un concept qui commence à faire surface et qui est un peu inquiétant, le cannibalisme de l'IA. C'est le risque que les modèles d'IA, en s'entraînant sur du contenu qui a lui-même été généré par une IA, finissent par tourner en rond. Le résultat, ce serait un appauvrissement généralisé où tout finit par se ressembler. Et pour avoir une idée de l'échelle dont on parle, écoutez bien ce chiffre. 15 milliards. C'est le nombre d'images que l'IA a générées en une seule année. Pour comparer, c'est l'équivalent de toutes les photos prises pendant les 150 premières années de l'histoire de la photo. Le volume est tout simplement vertigineux. Évidemment, ça amène des risques. Le risque de l'homogénéisation, que tout finisse par se ressembler parce que l'IA va toujours optimiser pour la moyenne. Le risque qu'il y ait moins de nouvelles idées humaines pour nourrir les machines. Et ça soulève une question intéressante. Est-ce qu'on va bientôt avoir besoin d'une certification faite par un humain pour distinguer les créations? Et on termine avec la question finale, qui est peut-être la plus importante de toutes. Dans un monde où on peut créer du contenu à l'infini, sur demande, qu'est-ce qui va avoir de la valeur? Est-ce que ce sera l'intention derrière l'œuvre, l'effort qui a été mis, l'histoire unique de sa création ou simplement la connexion humaine qu'elle procure? Au fond, cette technologie nous force à redéfinir l'art, mais surtout à nous demander ce qui compte vraiment pour nous.